Bienvenue, chers auditeurs, dans une nouvelle énigme de Miss Marple. Dites-nous, d'où nous écoutez-vous aujourd'hui? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez un petit commentaire. Nous adorons lire vos messages, chers passionnés de mystère. Installez-vous confortablement et commençons notre histoire. C'était une après-midi douce et tiède à St. Mary Mead, de celles qui font ralentir même les esprits les plus affairés. Miss Marple, confortablement installée dans son jardin de roses, sirotait son thé en contemplant les dernières floraisons avec une tranquille satisfaction. Les abeilles bourdonnaient paresseusement dans la lavande, et l'air était imprégné du léger parfum de l'automne. Elle venait de terminer la lecture du bulletin paroissial et méditait, avec une pointe d'amusement, sur la campagne acharnée de Mrs. Featherstone pour faire réaccorder la cloche de l'église. « Un tantinet stridente, ma chère, » disait-elle, lorsqu'une pensée traversa son esprit, légère et fugace comme la brise. Comme il était agréable que les choses restent exactement comme elles devraient l'être. Mais Miss Marple, avec ses années d'observation discrète et son intuition aussi fine que ses travaux de broderie, savait également que sous les surfaces les plus lisses se cachaient souvent bien d'autres réalités. Et bien qu'elle se sentît parfaitement paisible cet après-midi-là, elle pressentait que ce calme n'était jamais durable. Le lendemain matin, lorsque le garçon du pasteur livra le courrier avec un sourire et un bruit sourd de bottes crottées, Miss Marple trouva parmi les habituelles missives une lettre adressée d'une écriture tremblante et incertaine. Ses yeux se plissèrent de reconnaissance. Béatrice Langford. Elles se connaissèrent depuis l'époque des comités de bienfaisance et des débats de l'Union féminine sur les mérites comparés de la confiture et de la marmelade. Béatrice avait toujours été d'un naturel théâtral, mais aussi intelligente et bien intentionnée. Miss Marple lut la lettre 2 fois, puis une 3e pour être sûre. « Ma chère Jane, je sais bien ce que cela peut sembler, et peut-être me trouveras-tu ridicule, mais il y a quelque chose dans cette maison, quelque chose d'ancien et de très mauvais. Tout tourne autour d'une théière, figure-toi. Une théière que je n'aurais jamais dû garder. Il y a eu de curieux accidents. Et maintenant, je crains que le pire n'arrive. Viendrais-tu à Elderflower Lodge, juste pour quelques jours? Je ne fais pas entièrement confiance aux personnes qui m'entourent. Bien à toi, dans une certaine détresse, Béatrice. » Miss Marple replia soigneusement la lettre. Une légère tache de thé ornait un coin du papier. Une théière, songea-t-elle. Quelle étrange chose à redouter. Dès le lendemain après-midi, Miss Marple serpentait dans les chemins tranquilles de Chipping Cleghorn, à bord d'une voiture de location, jetant un œil sur la campagne pâle, à moitié voilée de brume. Les arbres se dressaient, sombres, contre un ciel terne, leurs branches dessinant des dentelles noires. Elderflower Lodge apparut enfin. Un grand domaine, couvert de lierre, marqué par le temps. Le chauffeur la déposa devant l'entrée principale, et ce ne fut pas Béatrice qui l'accueillit, mais une jeune domestique aux yeux rougis et à la voix tremblante. « Madame Langford se repose », dit-elle en ouvrant la porte d'un hall faiblement éclairé. « Elle est très bouleversée ces jours-ci. » Miss Marple, son parapluie à la main, entra dans la maison. Elle y perçut une légère odeur de cire à la lavande et de vieux livres. Il y avait dans l'air une lourdeur, un silence attentif, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. On la conduisit à une chambre d'amis modeste, puis on la laissa seule. En défaisant sa valise, Miss Marple remarqua que le couloir devant sa chambre était anormalement silencieux. Un silence qui ne paraissait pas paisible, mais épiant. Elle repensa à la lettre de Béatrice
et à la peur singulière qu'elle y avait ressentie. Une théière. Qu'est-ce qui pouvait bien être si terrible à ce sujet? Plus tard, dans la soirée, Béatrice sortit de sa chambre pour le dîner, pâle et tirée, mais conservant encore son élégance d'antan. Elle prit la main de Miss Marple et lui souffla. « Merci, Jane, je me sens déjà plus en sécurité. » Le dîner fut servi dans une longue salle. Lambrissé, qui avait vu passer des décennies de réunions de famille et de tensions polies. Autour de la table se trouvaient les autres membres du foyer. Nigel Langford, le neveu de Béatrice, était un homme bien mis, aux gestes nerveux. Son épouse, Clara, était une femme frêle, à peine touchant à son assiette, fuyant le regard des autres. Le docteur Félix Morley, médecin personnel de Béatrice, avait ce charme assuré qui semblait quelque peu étudié. Et puis il y avait Charles Merton, un historien local et collectionneur, qui observait les antiquités plus que les convives. Les conversations polies volaient autour de la table, mais en dessous, quelque chose de tendu persistait. Miss Marple parlait peu, mais écoutait beaucoup. Observant comment Nigel tressaillait à la voix de Béatrice, comment Clara laissait tomber sa fourchette à la mention du vieux buffet, et comment le docteur Morley souriait un peu trop vite à propos de rien du tout. Ils cachaient tous quelque chose. Miss Marple avait appris depuis longtemps que rares sont les familles sans secret. Celle-ci, pensait-elle, en avait beaucoup trop. Bien sûr, dit soudain Béatrice, la voix crispée. Aucun de vous n'a touché à la théière aujourd'hui. Un silence tomba sur la table, comme un rideau brutalement lâché. Le docteur Morley émit un petit rire. « Allons, Béatrice, tu ne vas pas vraiment croire à toutes ces sornettes, tout de même. » Les doigts de Béatrice tremblaient en soulevant son verre de vin. Ce ne sont pas des sornettes. C'est un fait. Cette théière est maudite. Mrs. Delaney l'a utilisée une fois, elle est morte 2 semaines plus tard. Et le vieux colonel Havisham, il est tombé dans l'escalier après sa seconde tasse. Charles Merton se pencha, visiblement intéressé. C'est de la porcelaine du XVIIIe siècle, motif mandarin, peut-être de la dynastie Qing. Les légendes qui l'entourent sont, eh bien, tout à fait fascinantes. Miss Marple porte sa cuillère à sa bouche, songeuse. Les objets portent rarement en eux de la malveillance, ma chère. Les gens, en revanche. Riez tant que vous voudrez, lança Béatrice, en fusillant les convives du regard. Je l'ai enfermé dans le buffet. Personne ne doit y toucher. Personne ne répondit. Miss Marple le vit alors, ce léger éclat dans les yeux de Nigel. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'agacement, comme si quelque chose qu'il avait prévu venait tout juste de dérailler légèrement. La superstition peut troubler le jugement de beaucoup, mais pour Miss Marple, elle servait toujours de rideau de fumée à quelque chose de bien plus humain. Le lendemain matin se leva gris et humide, une fine brume serpentant le long des haies. Miss Marple fut réveillée non pas par le coup discret de la bonne, mais par des voix élevées et des pas précipités dans le couloir. Elle se leva, s'habilla rapidement et sortit de sa chambre juste au moment où Clara Langford passait en courant, le visage enfoui dans un mouchoir, en pleurs. Martha, la jeune domestique, se tenait en haut de l'escalier, pâle et haletante. « C'est Mrs. Langford ?» dit-elle. « Elle est partie, madame. » Miss Marple entra doucement dans la chambre. Béatrice reposait dans son lit, les yeux clos, le visage paisible, comme si elle s'était simplement endormie au beau milieu d'un rêve tranquille. Le médecin avait été appelé. Nigel se tenait dans un coin, les bras croisés, avec raideur. Personne ne disait mot. Mais ce qui attira l'attention de Miss Marple
Ce ne fut pas le corps. C'était l'objet sur la table de nuit, la théière, celle-là même que Béatrice avait interdit à quiconque de toucher. Sa porcelaine luisait faiblement dans la lumière du matin, et bien qu'intacte, elle semblait irradier une menace muette. « Comment cela est-il arrivé ici ?» demanda Miss Marple d'une voix douce. Aucune réponse. Et dans ce silence, le mystère naquit, non pas celui d'un simple décès, mais de la façon dont la peur, la superstition et quelque chose de bien plus froid s'étaient glissés dans la chambre durant la nuit. L'explication officielle, livrée avec assurance par le docteur Morley, fut que Béatrice Langford était morte d'une insuffisance cardiaque dans son sommeil. Une fin paisible, vraiment, et pas si inattendue compte tenu de ses antécédents. Miss Marple écouta, comme toujours, avec une attention polie. Elle acquiesça même une ou deux fois, murmurant ses condoléances aux autres, mais au fond de son esprit, un léger malaise s'agitait. Béatrice ne lui avait pas semblé être une femme proche de la mort. Pâle, oui. Inquiète, sans aucun doute, mais pas éteinte. La veille au soir, elle possédait encore cette vivacité, une nervosité vibrante, presque brûlante, dans ses paroles. Rien de la résignation lasse d'une personne s'attendant à mourir. Ce qui troublait davantage, c'était la présence de la théière. Le docteur Morley ne l'avait même pas mentionnée, pas plus que les autres. Et pourtant, elle était là, placée délibérément, impossible à manquer. Miss Marple se remémora la déclaration de Béatrice lors du dîner. Elle est enfermée, personne ne doit y toucher. Alors pourquoi était-elle apparue, sans explication, sur la table de nuit? Martha, la domestique, avait juré ne rien savoir. Clara avait secoué la tête. Nigel avait haussé les épaules, disant que Béatrice avait peut-être changé d'avis. Mais aucune clé n'avait été trouvée dans sa chambre. Et le meuble dans lequel la théière avait été enfermée restait verrouillé. Aucune effraction, aucun signe de lutte, une mort commode, trop commode, pensa Miss Marple. Et elle savait, après de longues années et d'innombrables tasses de thé, que la commodité était rarement innocente. On annonça cet après-midi-là même que l'ensemble du domaine reviendrait à Monsieur Nigel Langford. Le notaire était attendu, les documents étaient déjà en cours, et Nigel lui-même ne sembla ni surpris ni particulièrement affecté. Il accepta les condoléances avec une gravité bien rodée, serrant les mains, remerciant d'un ton neutre, comme quelqu'un s'acquittant d'un devoir social. Mais Miss Marple, assise non loin avec sa broderie, nota la raideur de sa mâchoire, les regards furtifs qu'il lançait vers la porte du salon dès que quelqu'un entrait. Il n'avait pas pleuré, Clara oui, même Charles Merton, qui connaissait à peine Béatrice, avait semblé troublé, mais Nigel restait impassible, trop impassible, lorsque Miss Marple lui adressa une parole douce. « Tout cela doit vous sembler bien soudain, Monsieur Langford. » Il lui répondit avec un sourire qui ne monta pas jusqu'à ses yeux. « Bouleversant, oui, mais ma tante Béatrice était malade depuis des années, vous savez. » « Je l'ignorais, » répliqua Miss Marple d'un ton doux. Elle m'écrivait encore la semaine dernière, pleine de vie. Cela le fit hésiter, juste un instant. Ses yeux se détournèrent, brièvement, avant qu'il ne se ressaisisse. Oui, enfin, elle avait ses bons jours. Miss Marple hocha la tête, revenant à son ouvrage, mais son esprit, lui, revint à la lettre. Et au mot que Béatrice avait choisi, danger. Pas maladie, pas faiblesse, danger. Et Miss Marple savait que les dangers venaient rarement d'un cœur fatigué. Ils venaient presque toujours d'autres personnes. Clara Langford était une femme qu'on pourrait aisément négliger. Pâle, mince et réservée,
Elle traversait la maison telle une figure effacée dans un portrait fané. Elle parlait peu, souvent occupée à se tordre les mains ou à les serrer sur ses genoux, comme si elle essayait de retenir quelque chose en elle. Miss Marple la croisa plus tard, ce jour-là, dans la véranda, où Clara était assise seule, près de Géranium flétri. Elle leva brusquement la tête à l'entrée de Miss Marple, comme si elle attendait quelqu'un d'autre. « Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « j'espère ne pas vous déranger. »« Non, pas du tout, » murmura Clara, à peine audible. « Je trouve toujours les jardins apaisants, » poursuivit Miss Marple, s'installant près d'elle. « Tant de vie et tant de secrets, si l'on sait où regarder. » Clara ne répondit pas. Après un moment de silence, Miss Marple ajouta « Béatrice parlait de vous en termes très élogieux dans sa lettre. Elle disait que vous étiez la seule personne en qui elle avait confiance. » Les yeux de Clara se remplirent instantanément de larmes, bien qu'aucune ne coulât. « Je n'ai rien fait. »« Non, je ne pense pas que vous ayez fait quoi que ce soit, » répondit Miss Marple doucement. Il y eut alors un silence, tendu, fragile. « Elle avait peur, » dit soudain Clara. « Elle m'a dit qu'elle pensait que quelqu'un voulait lui faire du mal. » Miss Marple tendit la main et lui tapota doucement les doigts. « Et vous, aviez-vous peur aussi ?» Clara ne répondit pas, mais la manière dont elle baissa la tête, le léger tremblement de ses épaules, en disait long. La peur, pensa Miss Marple, est souvent l'ombre projetée par une lumière plus forte. Quelqu'un, ici, avait assurément quelque chose à cacher. Miss Marple retrouva le docteur Félix Morley, plus tard dans l'après-midi, dans le salon, en train de feuilleter distraitement une revue de botanique. Il la salua, avec sa jovialité habituelle, bien rodée, pensa-t-elle, et un peu trop vive. « Miss Marple, » dit-il en se levant, « j'espère que vous tenez le coup. Une perte soudaine est toujours un choc. »« En effet, » répondit-elle, « mais je dois avouer, docteur, que ce qui me trouble, c'est justement cette soudaineté. » Il pencha légèrement la tête. « Ah oui ?» Béatrice semblait tout à fait lucide et pleine d'énergie hier soir, résolue même. « Eh bien, les problèmes cardiaques peuvent être trompeurs, » dit-il rapidement. « Beaucoup de patients montrent une vitalité inhabituelle dans leurs dernières heures. Une cruelle ironie du corps, en vérité. » Miss Marple acquiesça, mais ses yeux ne quittèrent pas les siens. « J'imagine que vous lui aviez prescrit quelque chose pour le cœur. »« De la digitaline, » répondit-il, « à faible dose, tout à fait courant. » « Et elle en prenait encore régulièrement ?» Le médecin hésita, à peine. « Oui, à ma connaissance. Je suppose que vous suiviez ses prescriptions ? » « Eh bien, c'est elle qui gérait cela, pour la plupart. Une femme indépendante, votre amie. » Miss Marple esquissa un léger sourire. « Oh, oui, très indépendante, surtout en ce qui concernait ce qui l'effrayait. » Son expression changea. Juste un bref instant, puis le sourire revint. « Il ne faut pas laisser ces peurs vous inquiéter, Miss Marple. Les vieilles maisons et les vieilles histoires, on y voit des fantômes qui n'existent pas. » Elle ne le contredit pas, mais elle nota avec soin la rapidité avec laquelle il avait changé de sujet, et la manière habile dont il avait évité de mentionner qui, en dehors de Béatrice, aurait pu avoir accès à ces médicaments. Martha Pike servait les Langford depuis plus de 20 ans. Femme simple, à la carrure robuste, elle n'était pas du genre à se laisser impressionner. Pourtant, depuis la mort de Béatrice, ses yeux guettaient les ombres et elle sursautait au moindre bruit. Miss Marple la trouva dans la buanderie, pliant les draps avec un soin mécanique. « Martha, ma chère, » dit-elle doucement, « vous avez l'air de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit. »
Martha hésita, puis laissa échapper un petit rire nerveux. « C'est sans doute vrai, madame. Quelque chose vous tracasse ?» Après un long silence, Martha jeta un coup d'œil vers la porte, entr'ouverte, puis baissa la voix. « J'ai entendu quelqu'un cette nuit-là. Marcher dans le couloir, juste après minuit. » Ce n'était pas Mrs. Langford elle-même? Non, madame. Elle ne sortait jamais de sa chambre la nuit. Je lui apportais son thé le matin. Je trouvais toujours les rideaux encore tirés. Avez-vous vu qui c'était? Les mains de Martha s'agitèrent autour du drap qu'elle repliait. Non, juste le bruit, des pas doux, pas lourds comme ceux d'un homme, mais pas vraiment légers non plus. Miss Marple attendit. « Mais je n'en dirai pas plus, » dit Martha avec fermeté. « Il se passe des choses étranges dans cette maison, depuis que cette théière est réapparue. » Miss Marple lui adressa un sourire bienveillant. « Vous n'avez rien à craindre de la vérité, Martha, mais je comprends que la peur des gens est souvent plus grande que celle des légendes. » La bonne ne répondit pas, mais Miss Marple nota le tremblement dans sa voix et la façon dont elle jeta un regard vers la chambre de Clara Langford en s'éloignant. Charles Merton apparut plus tard dans la soirée, sa pipe à la main, arpentant le bureau avec une énergie agitée. Il semblait peu affecté par le deuil familial, mais très intéressé par la vitrine dans laquelle Béatrice conservait autrefois la fameuse théière. Miss Marple, assise près du feu, l'interpella d'un ton léger. « Vous semblez fasciné par ce meuble, monsieur Merton ?» Il ricana. « C'est une habitude. Je suis antiquaire dans l'âme, une sorte de maladie, sans doute. Et que pensez-vous de la théière ?» Il fronça légèrement les sourcils. « C'est une pièce fascinante, motif mandarin, fin de la dynastie Qing, assez précieuse, mais bien sûr, sa valeur est quelque peu entachée par tout ce charabia qui l'entoure. Croyez-vous qu'elle soit maudite? Pas dans un sens surnaturel, non, répondit-il aussitôt. Mais je crois aux histoires. Et certaines histoires, eh bien, elles sont dangereuses à leur manière. On m'a dit que vous aviez proposé de l'acheter à Béatrice. » Il haussa les épaules. « Une offre modeste, elle a refusé, évidemment. Elle disait que ça appartenait à la maison, un héritage de famille, sentiments et tout ça. » Miss Marple incline légèrement la tête. « Et pourtant, vous avez continué à insister ?» Il sourit, mais ce sourire ne toucha pas ses yeux. « On dit de moi que je suis tenace. » Miss Marple nota la lueur dans son regard. Non pas celle de la superstition, mais quelque chose de plus froid, l'avidité. Il ne croyait peut-être pas aux malédictions, mais il croyait très certainement à la valeur, et elle savait depuis longtemps que l'on tuait bien plus souvent pour la valeur que pour des fantômes. Miss Marple, bien qu'elle n'ait rien dit d'important à voix haute, avait observé en silence la maison depuis son arrivée. Non pas les meubles ou les antiquités, mais les comportements, les changements de ton, les hésitations dans les discours, les choses tues qui auraient dû être dites. Elle reparla à Clara ce soir-là, notant comment la jeune femme sursautait au moindre éclat de voix. Nigel, en revanche, s'occupait activement de lettres et de formalités juridiques, manifestant un enthousiasme un peu trop prononcé à consulter le notaire de la famille. Le docteur Morley évitait les conversations prolongées. Charles gravitait autour de la vitrine, et on le surprit à en inspecter la serrure. Quant à Martha, elle se déplaçait silencieusement dans les couloirs, aussi méfiante qu'un chat dans une maison de chiens. C'était, en vérité, exactement le genre de maisonnée que Miss Marple avait déjà rencontré. Une de celles où la tension vit sous la surface, dissimulée sous une fine couche de courtoisie. Elle posa quelques questions anodines,
Quand Béatrice avait-elle modifié son testament pour la dernière fois? Est-ce que Clara et Nigel recevaient souvent des invités? À quelle fréquence le médecin venait-il? Les réponses furent fades, mais la manière dont elles furent données en disait bien plus. Nigel balbutia en parlant du testament. Clara regarda son mari avant de répondre. Le docteur Morley donna des horaires vagues qui ne coïncidaient pas tout à fait avec le récit de Martha. Personne ne mentait ouvertement, mais la vérité, Miss Marple l'avait appris, se repère rarement dans les mots. Elle se révèle dans les regards qui fuient au moment crucial, et lentement, comme une tapisserie apparaissant à la lueur vacillante d'une bougie, elle commença à voir le tableau dans son ensemble. Il était bien passé l'heure du thé lorsque Miss Marple entra dans le salon, soi-disant à la recherche de son panier à tricot oublié. Le feu crépitait gaiement, projetant une lumière dorée dans la pièce, et sur Nigel Langford, agenouillé près de la cheminée, en train d'y jeter quelque chose. Il sursauta en la voyant. « Miss Marple » dit-il d'un ton exagérément enjoué, « je fais un peu de ménage. Tante Béatrice gardait tout, Dieu la bénisse. » Miss Marple sourit. « Les papiers ont une fâcheuse tendance à s'accumuler. Qu'étiez-vous en train de brûler, si je peux me permettre? » « Oh, rien d'important. De vieilles factures, des assurances périmées. Plus besoin de tout ça maintenant. » Il désigna une pile d'enveloppes jaunies posées à ses côtés, mais Miss Marple remarqua qu'elles étaient déjà partiellement noircies. Il s'apprêta à jeter la dernière au feu, mais elle parla avant qu'il n'agisse. « J'espère qu'il n'y a rien d'officiel là-dedans, » dit-elle avec légèreté. Le vicaire a un jour brûlé un bail en parfait état par erreur, et ça a causé des semaines de chaos avec le comité paroissial. Nigel rit un peu trop vite. « Oh, pas d'inquiétude, j'ai tout vérifié. » Miss Marple observa les bords du papier qui se recroquevillaient dans les flammes. Ce n'étaient pas les factures qui l'intéressaient, mais la rapidité avec laquelle il avait agi, comme si certains documents devaient disparaître avant que quiconque n'ait le temps ou l'envie de les lire. Le lendemain matin, Miss Marple entra dans le bureau et fut légèrement surprise d'y trouver Charles Merton, penché sur la vitrine dans laquelle Béatrice conservait la fameuse théière. Il lui tournait le dos, et bien qu'il se redressât rapidement en l'entendant entrer, elle ne manqua pas le bref éclat de culpabilité dans ses yeux. « Monsieur Merton, » dit-elle avec amabilité, « j'espère ne pas vous déranger. » Il se racla la gorge. « Pas du tout, Miss Marple. J'admirais simplement la collection. En effet, une collection fascinante, à ce que l'on dit. Il paraît que Madame Langford était une grande connaisseuse de porcelaine orientale. » Charles se détendit un peu, adoptant une posture de connaisseur. « Oh, oui, certaines pièces sont assez rares, même si toutes ne sont pas authentiques, mais cette théière, elle est vraiment unique. Il paraît que vous avez souhaité l'acheter un jour. » Il esquissa un sourire coupable. « Coupable, je l'avoue. Je suis toujours en quête de curiosité avec une histoire insolite. » Miss Marple s'approcha, notant une fine éraflure près de la serrure. Et pourtant, elle est restée verrouillée. Encore maintenant. Eh bien oui, même si je dirais que quelqu'un y a accédé récemment. Sa voix se perdit dans le silence. Il se détourna, feignant de s'intéresser à un volume poussiéreux sur l'étagère. Miss Marple ne dit rien de plus, mais son regard s'attarda sur la serrure. Entr'ouverte. Il était évident que quelqu'un l'avait ouverte, peut-être lui, peut-être un autre, mais qui que ce fût, cela avait été fait en secret, et les secrets, selon son expérience, ne restaient jamais longtemps enfouis. Plus tard dans la journée, Miss Marple croisa le docteur Morley sur le perron,
prêt à partir en voiture. Il semblait distrait, le regard tourné vers l'allée, plus que vers elle. « Docteur, » dit-elle doucement, « puis-je vous déranger un instant? Ce n'est qu'une petite question. » Il hésita, puis hocha la tête. « Bien sûr, Miss Marple, mais j'ai des patients à voir. » « Ce sera rapide. Je me demandais si vous aviez noté l'heure exacte du décès de Béatrice. » Il fronça les sourcils. « Environ, entre minuit et 1 heure du matin, je dirais. Son corps était tiède quand je suis arrivé, mais pas froid. » Miss Marple incline légèrement la tête. « Et elle avait pris ses médicaments ce soir-là? » « Je le suppose. »« Vous le supposez ?» Il hésita. « Je n'avais pas pour habitude de surveiller sa routine. Elle était très indépendante, comme vous le savez. »« Tout à fait, bien qu'elle semblait très attachée à certaines choses. Je me souviens qu'elle insistait, même au dîner, pour que la théière reste sous clé. » Il tressaillit, à peine, mais de manière perceptible. Miss Marple poursuivit. « Et pourtant, elle est apparue dans sa chambre cette nuit-là. Curieux, non? » « Eh bien, certaines choses défient la logique, » marmonna-t-il. « Le stress peut provoquer de la confusion. » Miss Marple esquissa un petit sourire. « Ou de la clarté, tout dépend de celui qui observe. » Elle le laissa partir, observant sa voiture disparaître au bout de l'allée. Ses réponses avaient été vagues, ses horaires approximatifs. Et pour l'oreille baguérie de Miss Marple, rien ne trahissait autant la culpabilité que cette envie pressante de clore une conversation avant même que les véritables questions n'aient commencé. C'est Clara qui trouva le billet. Elle le tendit à Miss Marple d'une main tremblante, le papier encore froissé d'avoir été glissé derrière un sachet de lavande dans le secrétaire de Béatrice. « Je me suis dit que vous deviez le lire, » murmura-t-elle. « Ça semble important. » Le papier était ancien, l'encre pâle mais lisible. L'écriture, sans aucun doute, était celle de Béatrice. « Si jamais il m'arrive quelque chose, je veux qu'on sache que Charles Merton m'a fait pression pour que je vende la théière. Je ne lui fais plus confiance. Il la désire bien trop. » Miss Marple lut la note 2 fois, puis une 3e fois, les yeux plissés. « Curieux, » murmura-t-elle, et trouvée à un moment si opportun. Clara cligna des yeux. « Vous ne croyez pas qu'elle l'ait écrite? »« Oh, je crois qu'elle a pu l'écrire, oui. Mais pourquoi la cacher dans un tiroir qu'elle n'utilisait presque jamais? Et pourquoi maintenant, alors qu'elle s'était donné tant de mal pour garder la théière sous clé ?» Clara ne répondit pas. Miss Marple replia doucement la note. « Tout cela semble trop commode. Cela désigne trop clairement une seule personne, et dans les affaires de meurtre, comme dans la vie, la vérité ne suit que rarement une ligne droite. » Elle se souvint, il y a bien longtemps, d'une affaire à Saint, Mary Mead, où un testament avait été falsifié et placé exactement là où il fallait pour qu'il soit découvert par la bonne personne au bon moment. Les coupables l'espéraient toujours que leurs mensonges soient nos prix pour des vérités oubliées. Ce billet, pensa-t-elle, attendait d'être découvert, et quelqu'un avait veillé à ce qu'il le soit. Miss Marple retrouva Martha Pike dans l'office, où la domestique épluchait des pommes de terre avec une vigueur peu nécessaire. Son visage était tendu, pâle, et elle leva à peine les yeux lorsqu'on lui adressa la parole. « J'aimerais vous poser encore une question, » dit Miss Marple d'un ton léger mais ferme, « à propos de ce que vous avez entendu la nuit de la mort de Mrs. Langford. » Martha hésita. « Je vous l'ai déjà dit, j'ai entendu quelqu'un. Des pas dans le couloir. »« Oui, mais pas qui. » Elle s'arrêta d'éplucher. Le silence s'étira. Enfin, dans un souffle, Martha dit « J'ai vu une silhouette, juste un instant. Là où le couloir tourne, c'était une femme. » « Vous en êtes sûr? »« Oui.
mince, les cheveux attachés. Je n'ai pas vu le visage, mais ce n'était ni M. Nigel, ni le docteur Morley. Trop fine. Miss Marple hocha la tête. « Et vous en avez parlé à quelqu'un » Les mains de Martha reprirent leur travail. « Non, madame. Je n'en ai pas vu l'intérêt. Tout le monde murmure déjà à propos de Clara. » De Clara? C'est elle qui était la plus proche de la chambre de Mrs. Langford, non? Et elle avait mauvaise mine depuis une semaine. Miss Marple ne répondit pas. Mais plus tard, dans le salon, elle observa Clara verser le thé d'une main tremblante, sous le regard figé de Nigel. « Il est facile de soupçonner les craintifs, » pensa Miss Marple. Plus facile encore de soupçonner les silencieux. Mais le silence peut naître de la peur ou de la culpabilité. Et tous ceux qui errent la nuit dans les couloirs ne le font pas avec des intentions meurtrières. C'est Charles Merton, lui-même, qui, sans le vouloir, ramena l'attention de Miss Marple sur la théière. Il avait insisté pour l'examiner à nouveau en présence de Clara et du docteur Morley, entamant une description animée de l'origine de la porcelaine, jusqu'à ce qu'il s'interrompe brusquement. « Là », dit-il en fronçant les sourcils, pointant avec son stylo. Cette fissure n'y était pas avant. Une fine craquelure longeait la base du bec verseur, à peine visible pour un œil non averti. « Curieux, » murmura-t-il. « Je suis certain qu'elle n'y était pas la dernière fois. » Miss Marple se pencha. « Vous en êtes bien sûr ?»« Absolument. Je l'ai examinée de près lorsque j'ai proposé de l'acheter. » L'esprit de Miss Marple s'activait déjà. Le bec verseur, l'endroit parfait pour faire passer quelque chose inaperçu. Si l'on voulait verser un liquide ou masquer un goût. Peut-être pas la source du poison, mais un moyen de le délivrer. Un vecteur. Elle se tourna vers le docteur Morley. « La digitaline a-t-elle un goût, selon vous ?» Il hésita. « Peu, si elle est diluée. » Et si quelqu'un s'attendait à recevoir son médicament dans sa tasse de thé? Le médecin ne répondit pas. Miss Marple ne dit rien de plus, mais ses pensées s'étaient désormais détournées des fissures, pour se concentrer sur le temps, les cuillères, les tasses et les petits rituels non dits du thé du soir. Ce soir-là, alors qu'elle tricotait en silence près du feu, Miss Marple se remémora les années de guerre, un temps de pénurie, de soupçons et parfois d'ingéniosité surprenante. Elle se souvint d'une affaire, étouffée mais jamais oubliée, dans laquelle une veuve de Tunbridge Wells était tombée malade dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Son thé avait été empoisonné, non pas par la théière, mais par le sucrier. Sa nièce avait dosé un seul sucre avec de la strychnine, sachant que la vieille dame en prenait toujours 2. Personne n'avait pensé à analyser le sucre. C'était la femme du vicaire, de toute personne, qui avait résolu le mystère. Une femme qui savait, comme Miss Marple, que le mal se cache souvent dans les choses les plus ordinaires. Et maintenant, ses pensées revinrent à Béatrice. La fameuse théière maudite avait accaparé toute l'attention. Mais si cela avait été voulu, elle le laissa partir, observant sa voiture s'éloigner au bout de l'allée. Ses réponses avaient été vagues, son chronométrage imprécis. Et pour l'oreille expérimentée de Miss Marple, rien ne trahissait mieux la culpabilité que l'envie précipitée de clore une conversation avant même que les vraies questions n'aient commencé. C'est Clara qui trouva la note. Elle l'apporta à Miss Marple d'une main tremblante, le papier encore froissé d'avoir été glissé derrière un sachet de lavande dans le secrétaire de Béatrice. « Je me suis dit que vous deviez la lire » murmura-t-elle. « Ça me semble important. » Le papier était ancien, l'encre pâle mais lisible. L'écriture, sans aucun doute, était celle de Béatrice. « Si jamais il m'arrive quelque chose,
Je veux qu'on sache que Charles Merton m'a fait pression pour que je vende la théière. Je ne lui fais plus confiance. Il la désire bien trop. » Miss Marple lut la note 2 fois, puis une 3e fois, les yeux plissés. « Curieux, » murmura-t-elle, et trouvait à un moment si opportun. Clara cligna des yeux. « Vous ne croyez pas qu'elle le pensait ? » ?»« Oh, je crois qu'elle l'a écrite. Mais pourquoi la cacher dans un tiroir qu'elle utilisait si rarement? Et pourquoi maintenant, alors qu'elle avait fait tant d'efforts pour garder cette théière enfermée? » Clara ne répondit pas. Miss Marple replia doucement la note. « Tout cela me semble trop pratique. Cela accuse trop clairement. Et dans les affaires de meurtre, comme dans la vie, la vérité emprunte rarement une ligne droite. » Elle se souvenait d'une affaire à St. Mary Mead, bien des années auparavant, où un testament avait été forgé et placé exactement là, où il serait découvert par la bonne personne au bon moment. Les coupables espèrent toujours que leurs mensonges seront pris pour des vérités oubliées. Ce billet, pensa-t-elle, attendait d'être trouvé, et quelqu'un s'était assuré qu'il le soit. Miss Marple retrouva Martha Pike dans l'office, où la bonne épluchait des pommes de terre avec une vigueur peu naturelle. Son visage était crispé, pâle, et elle leva à peine les yeux lorsque Miss Marple l'interpella. « J'aimerais vous poser à nouveau une question, » dit-elle d'un ton léger mais déterminé. « À propos de ce que vous avez entendu la nuit où Madame Langford est morte. » Martha hésita. « Je vous l'ai dit. J'ai entendu quelqu'un. Des pas dans le couloir. Oui, mais pas qui. » Elle s'arrêta. Le silence s'étira longuement. Enfin, dans un souffle, « J'ai vu une silhouette, juste un éclat, là, au coin du couloir. C'était une femme. » « Vous en êtes sûr? » « Oui, élancée, les cheveux attachés. Je n'ai pas vu le visage, mais ce n'était ni M. Nigel, ni le docteur Morley, trop fine. » Miss Marple hocha la tête. « Et vous n'en avez parlé à personne? » Les mains de Martha reprirent leurs tâches. « Non, madame. À quoi bon? Tout le monde murmure déjà. » À propos de Clara. Clara? C'était elle, la plus proche de la chambre de Mrs. Langford, non? Et elle avait l'air bien mal en point ces derniers jours. Miss Marple ne répondit pas. Mais plus tard, dans le salon, elle observa Clara verser le thé avec des mains tremblantes, tandis que Nigel la regardait avec une mâchoire fermée et dure. « Il est facile de soupçonner les craintifs, » pensa Miss Marple. « Plus facile encore de soupçonner les silencieux, mais le silence peut naître de la peur ou de la culpabilité, et tous ceux qui errent dans les couloirs la nuit ne le font pas avec une intention meurtrière. » Ce fut Charles Merton, presque involontairement, qui ramena l'attention de Miss Marple sur la théière. Il avait insisté pour l'examiner de nouveau, en présence de Clara et du docteur Morley, lançant une description animée de l'histoire de la porcelaine, jusqu'à ce qu'il s'interrompe net. « Là, » dit-il en fronçant les sourcils, pointant avec son stylo. Cette fissure n'y était pas avant. Une fêlure fine, à peine visible, longeait le dessous du bec verseur. « Curieux, » murmura-t-il. « Je suis sûr qu'elle n'était pas là la dernière fois. » Miss Marple se pencha. « Vous en êtes certain? »« Absolument. Je l'ai examinée de près quand j'ai proposé de l'acheter. » Déjà, l'esprit de Miss Marple tournait. Le bec verseur, l'endroit idéal pour faire passer inaperçu un liquide, pour camoufler un goût. Peut-être pas la source du poison, mais son vecteur. Un moyen discret de l'administrer. Elle se tourna vers le docteur Morley. « La digitaline a-t-elle un goût? » Il hésita. « Très peu, si elle est diluée. » Et si quelqu'un s'attendait à recevoir son médicament dans sa tasse de thé? Le médecin ne répondit pas. Miss Marple ne dit rien de plus, mais ses pensées s'étaient détournées des fissures.
pour se concentrer sur le temps, les cuillères, les tasses et les rituels non dits du thé du soir. Ce soir-là, alors qu'elle tricotait en silence près du feu, Miss Marple se replongea dans les souvenirs des années de guerre. Un temps de pénurie, de soupçons et parfois de sinistre ingéniosité. Elle se souvint d'une affaire, chuchotée mais jamais oubliée, où une veuve de Tunbridge Wells était tombée malade dans des circonstances mystérieuses. Son thé avait été empoisonné, non par la théière, mais par le sucrier. Sa nièce avait versé de la strychnine sur un seul sucre, sachant que la vieille dame en prenait toujours 2. Personne n'avait pensé à tester le sucre. C'était l'épouse du vicaire, justement, qui avait résolu le mystère. Une femme qui savait, tout comme Miss Marple, que le mal se cache souvent dans l'ordinaire. Et maintenant, ses pensées revinrent à Béatrice. La fameuse théière maudite avait accaparé toute l'attention. Mais si cela avait été intentionnel, elle songea à la petite cuillère ébréchée, celle qui manquait à l'ensemble. Béatrice était une femme d'habitude, le thé le soir, les médicaments avant le coucher. Une seule cuillère suffisait pour administrer la dose. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. La malédiction, la légende, la peur, tout cela n'était que mise en scène, une distraction, comme le sucrier. Elle jeta un regard vers l'âtre, où les cendres du tas brûlé par Nigel s'étaient depuis longtemps refroidies. La vérité commençait à se dessiner, non pas dramatique, ni surnaturelle, mais glaçante dans sa simplicité. Et comme toujours, elle ne reposait ni sur un mythe, ni sur de la porcelaine, mais sur le mobile, l'occasion et la faiblesse humaine. C'est dans le petit salon, lors d'un moment calme, que Miss Marple la vit, une légère échymose jaunâtre, juste sous le bord de la manche de Clara. La jeune femme arrangeait des lys dans un vase, les yeux baissés, les épaules tendues, sous le poids des pensées retenues. Miss Marple demanda avec douceur, « Clara, ma chère, pourrais-je vous demander un peu d'aide pour les plans du jardin tout à l'heure? Je trouve que les rosiers d'Elderflower ont un esprit bien indompté. » Clara sourit faiblement, tirant sur sa manche avec un soin exagéré. « Bien sûr, Miss Marple. » Mais ce geste attira l'attention sur lui-même. Et Miss Marple, qui connaissait depuis longtemps le langage de la peur, n'ajouta rien jusqu'à ce qu'elle soit assise dans la roseraie cet après-midi-là, discutant en apparence de bulbes et de compost. « Il y a de nombreuses sortes de silence, » dit Miss Marple d'un ton paisible. « Celui né de la modestie, celui né du chagrin, et celui né de la peur. Ce dernier s'accompagne souvent de bleu. » La main de Clara se referma sur sa tasse de thé. « Parfois, poursuivit Miss Marple, des gens que l'on aime transforment l'amour en laisse. Ils nous convainquent de garder leurs secrets, même quand ces secrets font mal. » Les épaules de Clara s'affaissèrent. Sa voix, lorsqu'elle parla enfin, n'était qu'un souffle. Je ne savais plus quoi faire. Et Miss Marple comprit alors, avec une certitude calme, que Clara n'avait pas seulement été témoin de quelque chose, elle en avait été rendue complice. La confession de Clara arriva lentement, comme si elle tirait quelque chose des profondeurs. « C'était Nigel, » dit-elle dans un murmure à peine audible. « Il m'a demandé, non ordonné, de mettre la théière dans la chambre de Béatrice cette nuit-là. » Miss Marple incline la tête. « Continuez, ma chère. » Il disait que ça lui ferait peur, qu'elle avait besoin d'être ramenée à la réalité, que toutes ces histoires de malédiction faisaient croire qu'elle perdait la tête. Et vous l'avez cru? Je ne savais pas quoi croire. Il disait ça comme une plaisanterie, mais pas vraiment. Il était en colère. Ils s'étaient disputés ce jour-là, à propos du testament.
Les yeux de Miss Marple s'aiguisèrent. Le testament, elle l'avait changé, murmura Clara. Je ne sais pas exactement, mais je crois qu'elle comptait me léguer quelque chose. Nigel l'a découvert. Il était furieux. Miss Marple croisa ses mains sur ses genoux. Alors il a utilisé ce qu'elle redoutait le plus pour la pousser au bord du gouffre. Clara acquiesça. Il m'a dit de sortir la théière du meuble après qu'elle soit couchée. Il m'a dit qu'il s'assurerait que la clé soit disponible. Je ne voulais pas, mais... Elle tendit légèrement le poignet, laissant apparaître la marque que Miss Marple avait aperçue. « J'avais peur, dit-elle simplement. Il m'a dit que personne ne me croirait si je parlais, que ça ne ferait qu'empirer les choses. » La voix de Miss Marple fut douce, mais ferme. « Vous ne devez pas vous blâmer. Avoir peur ne fait pas de vous une coupable, mais cela vous rend vulnérable. » Elle lui prit doucement la main. « La vérité, dit-elle, finit toujours par trouver son chemin, même quand d'autres préféreraient qu'elle ne le trouve pas. » Plus tard dans la journée, Miss Marple se rendit à la cuisine sous prétexte de chercher un peu de lavande contre un mal de tête. Martha Pike était dans le jardin, et la pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'ancienne horloge en laiton près du garde-manger. Le regard de Miss Marple glissa vers le tiroir à couvert. D'un geste discret, elle l'ouvrit et examina la rangée de petites cuillères, plaquées argent, toutes identiques, sauf une. L'une d'elles avait une ébréchure sur le manche. Elle s'en souvenait depuis son premier thé à Elderflower Lodge. Une cuillère pour invité, distincte par cette imperfection. Elle la souleva délicatement, la tourna sous la lumière. Là, près du creux, un résidu pâle et granuleux s'accrochait encore. La plupart n'y auraient vu que de la poussière, mais Miss Marple savait qu'il ne fallait jamais ignorer les détails. Elle l'enroula dans un mouchoir propre et retourna au salon, où Clara feuilletait un livre distraitement. « Clara, dit-elle doucement, quelle cuillère avez-vous utilisée le soir où vous avez apporté le thé à votre tante ?» Clara leva les yeux, surprise. Celle qui était déjà sur le plateau, c'est Nigel qui l'avait mise. Évidemment. Miss Marple sourit doucement. « Et vous n'avez pas remarqué si elle était différente des autres, n'est-ce pas ?» Clara secoua la tête. Miss Marple glissa la cuillère emballée dans son sac à main et s'installa de nouveau dans son fauteuil. La dernière pièce du puzzle venait de s'emboîter. Une cuillère posée, non pour l'hospitalité, mais pour faire du mal. Un objet ébréché du service à thé, utilisé pour apporter la mort sous couvert de routine. Une théière prétendument maudite. Mais la malédiction, Miss Marple le savait désormais, n'était jamais dans la porcelaine. Elle avait toujours été dans la main qui tendait la tasse. Miss Marple passa la soirée seule dans sa chambre, ses pensées avançant avec calme, mais une précision méthodique. Elle n'avait parlé de la cuillère ébréchée à personne d'autre qu'à Clara. Et pourtant, sa conclusion commençait déjà à se cristalliser. Le certificat médical mentionnait une insuffisance cardiaque, une évaluation raisonnable, étant donné l'état connu de Béatrice. Mais dans l'expérience de Miss Marple, les évaluations raisonnables étaient souvent les déguisements les plus utiles. Ce qui la troublait le plus n'était pas ce qui avait été écrit, mais ce qui avait été supposé. La digitaline, un médicament pour le cœur, extrait de la digitale pourpre, efficace à petite dose et fatal à plus forte concentration. Un composé sans odeur, sans goût et à peine détectable s'il était administré habilement. Béatrice prenait ses médicaments religieusement, et pourtant, elle était morte paisiblement dans son sommeil
juste après avoir été confrontée à l'objet qui, dans toute la maison, l'effrayait le plus, la théière. Miss Marple comprenait maintenant que cela n'avait jamais été à propos de la théière. Ce n'était qu'un leurre, une mise en scène théâtrale, un faux semblant baigné de superstition. En faisant croire à Béatrice que la malédiction s'était accomplie, le meurtrier s'était assuré qu'elle s'en tiendrait à son rituel du soir. Une tasse de thé, une gorgée de réconfort, un médicament familier. Le poison n'était pas venu de l'intérieur de la théière, mais de l'extérieur. Il avait été introduit dans la cuillère, peut-être même directement dans la tasse, juste assez pour faire taire un cœur déjà affaibli par l'âge et la peur. Et pendant que les habitants de la maison murmuraient à propos de légendes anciennes et de malédictions en porcelaine, le véritable danger était passé inaperçu, habilement dissimulé à la vue de tous, derrière un objet que personne n'osait remettre en question. Miss Marple avait depuis longtemps observé que la superstition, lorsqu'elle est bien exploitée, pouvait s'avérer bien plus efficace qu'une arme. Et à Elderflower Lodge, ce pouvoir avait été utilisé avec une précision glaçante. Béatrice Langford n'était pas une femme stupide, mais elle était devenue de plus en plus anxieuse avec les années. La théière faisait partie de l'héritage familial, certes, mais elle était aussi entourée de murmures, accusée de malchance, d'accidents, voire de mort. Et ces murmures, répétés avec le temps, finissent par se transformer en croyances. Nigel Langford le savait. Il l'avait vu sursauter dans l'ombre, ses mains tremblaient dès qu'on mentionnait l'objet. Il l'avait entendu dire qu'elle voulait la cacher et l'oublier. Alors, il avait fait l'inverse. Il avait veillé à ce que la théière réapparaisse, placée, non de sa propre main, mais par celle de Clara, manipulée sous la menace. Béatrice l'avait trouvée sur sa table de nuit. À cet instant, toutes ses peurs avaient été confirmées. La malédiction était venue. Terrifiée, elle avait fait ce qu'elle faisait toujours, versé une tasse de thé apaisante, pris sa dose de digitaline et s'était allongée, attendant le sommeil. Elle ne s'était jamais réveillée. Ce n'était pas l'objet qui l'avait tuée, mais la croyance qu'elle en avait. Nigel avait transformé son imagination en arme, ses peurs les plus profondes en écran de fumée. Il avait brouillé les soupçons par la peur. C'était, pensa Miss Marple avec gravité, presque élégant dans sa cruauté. Le dernier morceau du puzzle s'emboîta avec l'arrivée discrète de M. Hesketh, le notaire de la famille, convoqué plus tôt à la suggestion de Miss Marple, sous prétexte de l'aider à régler la succession. Dans la confidentialité de la bibliothèque, autour d'un plateau modeste de thé et de biscuits au citron, Miss Marple demanda doucement si Mrs. Langford avait récemment modifié son testament. Hesketh cligna des yeux derrière ses lunettes. En effet, il y a une semaine, je suis venu ici pour en être témoin. Elle souhaitait créer une petite fiducie au nom de Madame Clara Langford, indépendante de son mari. Miss Marple hocha la tête. Et M. Nigel Langford en avait-il connaissance? Eh bien, il n'était pas présent lors de notre rendez-vous, mais cela n'aurait pas été difficile à deviner. Il s'est toujours montré très attentif aux questions d'argent. Elle le remercia poliment et le laissa à ses biscuits. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle tricotait dans le petit salon, son esprit s'installa sur les faits comme un châle qu'on serre sur les épaules un jour froid. Nigel avait le mobile, la peur de perdre son héritage, d'être écarté de l'affection et du testament de sa tante. Il avait l'occasion. Il vivait dans la maison, contrôlait le foyer, préparait le plateau du thé. Et il avait le moyen, la digitaline, facile à se procurer, indétectable et maquillée dans un geste de routine. Et maintenant, Miss Marple
savait qu'il avait quelque chose d'autre aussi, une échéance. Le Nouveau Testament n'avait pas encore été enregistré. Si Béatrice était morte quelques jours plus tard, Clara aurait hérité. Mais en mourant, quand elle l'a fait, la succession revenait intégralement à Nigel. Ce n'était pas la précipitation du deuil, c'était la précipitation de la nécessité. Une course contre le temps et contre la loi. Et à cette lumière, le crime perdit son mystère, révélant son vrai visage, froid, égoïste et terriblement humain. C'est juste après le souper que Miss Marple formula sa demande, polie mais ferme, que tous les membres de la maison se réunissent dans le salon. L'heure n'était pas dramatique, le ciel pas orageux, au contraire, la maison reposait sous le doux voile du crépuscule, comme si elle-même retenait son souffle. Nigel arriva le premier, lissant sa veste avec une précision mécanique. Clara entra ensuite, visiblement pâle mais digne. Le docteur Morley suivit, l'air vaguement contrarié, et Charles Merton ferma la marche, sa pipe à la main, bien que non allumée. Martha resta près de la porte, incertaine quant à sa place. « Vous êtes la bienvenue, ma chère, » dit Miss Marple avec douceur, lui désignant une chaise vide. Un bref silence régna, alors que chacun s'installait, avec des degrés de méfiance variables. Miss Marple resta debout, près de la cheminée, les mains jointes avec calme, l'expression aussi sereine qu'à l'accoutumée. « Merci à tous d'être venus, » commença-t-elle. « Ce n'est pas dans mes habitudes d'intervenir dans les affaires de famille, mais en l'occurrence, je crois que nous recherchons tous la même chose, la clarté, et peut-être la justice. » Nigel haussa un sourcil. « Est-ce vraiment nécessaire, Miss Marple ?»« Je le crois, » répondit-elle calmement. « Il y a eu un décès. Une femme, d'abord effrayée, puis réduite au silence. Et nous avons tous consenti à attribuer sa fin à un mythe, alors que la vérité, elle, était bien plus délibérée. » Personne ne parla. Miss Marple incline légèrement la tête. « Parlons franchement. Il ne s'agit pas ici d'une malédiction, il s'agit d'un meurtre. » L'histoire de la théière maudite, poursuivit-elle, a fasciné cette maison depuis quelque temps. J'ai entendu parler d'accidents, de malchance, voire de morts, tous attribués à un objet fait de porcelaine et d'encre. Charles laissa échapper un petit ricanement. « Eh bien, elle a un passé peu heureux. » « En effet, » acquiesça Miss Marple avec douceur. « Et pourtant, la porcelaine ne tue pas. Les gens, eux, le font. » Un frémissement subtil traversa la pièce. Clara fixa ses genoux. Nigel, pour la première fois, sembla se raidir. Madame Langford craignait la théière, mais plus encore, elle craignait l'idée qu'elle représentait. Elle en était venue à l'associer à quelque chose de malfaisant, quelque chose qui viendrait la frapper. Cette peur l'avait rendue vulnérable. Miss Marple fit quelques pas, non pour dramatiser, mais comme portée par le fil de sa pensée. Quelqu'un a compris cette vulnérabilité et l'a exploitée. La théière a été retirée du meuble verrouillé et placée à son chevet par une main tremblante, mais bien humaine. Ce geste seul suffisait à la bouleverser, à la convaincre que l'inévitable était arrivé. Martha émit un petit cri étouffé. Nigel se tortilla sur sa chaise. Et pourtant, continua Miss Marple, Mrs. Langford n'est pas morte de peur. Son cœur ne s'est pas simplement arrêté. On l'a arrêté, avec l'aide de quelque chose de bien moins théâtral et bien plus précis. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots retomber sur l'assemblée. La théière était un masque, une légende utilisée comme une arme. Mais derrière cette légende se cachait un esprit. Froid, méthodique, calculateur. Et c'est cet esprit,
que nous devons désormais mettre à nu. Il y avait, voyez-vous, dit-elle d'un ton égal, un autre élément en jeu la nuit, où Mrs. Langford est morte, un élément non maudit, non surnaturel, mais entièrement chimique. Elle sortit un mouchoir plié de son sac à main et le déploya pour révéler la petite cuillère en argent ébréché. C'est cette cuillère qui se trouvait sur son plateau de thé ce soir-là, ébréchée, différente des autres, et portant de légères traces de digitaline. Le docteur Morlaix se leva brusquement. C'est absurde. Impossible de détecter cela à l'œil nu. Je suppose qu'un laboratoire approprié pourrait le confirmer, répondit Miss Marple. Mais le goût, même discret, aurait pu passer inaperçu pour Mrs. Langford, surtout si elle croyait être sous l'emprise de quelque chose de bien plus effrayant. Charles sembla mal à l'aise. De la digitaline, issue de sa propre ordonnance? Précisément, acquiesça Miss Marple. À faible dose, un médicament. À forte dose, un poison. Elle se tourna vers Nigel, dont l'expression était soudain devenue illisible. Quelqu'un avait accès à ses médicaments comme à ses habitudes. Quelqu'un savait qu'elle prendrait son thé et ses comprimés sans hésiter, surtout si elle se sentait menacée. Cette personne a veillé à ce que la théière réapparaisse, que le rituel habituel suive son cours, et qu'une quantité suffisante de digitaline mène à une mort douce et sans heurts. Un silence total suivit. Clara restait immobile, les jointures blanchies par la tension. Nigel le rompit par un rire court, incrédule. « Allons bon. Maintenant, on accuse les fantômes d'empoisonner le thé. »« Non, » répondit Miss Marple calmement. « Nous accusons quelqu'un qui croyait que la peur était aussi efficace qu'un poignard, mais bien moins susceptible de laisser des traces. » Sa voix restait posée, ses mains jointes sur ses genoux, tandis qu'elle s'adressait au groupe rassemblé. Toutes les pièces du puzzle s'étaient mises en place. « Vous voyez, » dit-elle doucement, « ce qui rend ce crime si pernicieux, c'est à quel point il a été méticuleusement préparé. Chaque détail, orchestré avec soin, un plan parfait, pourrait-on dire. » Elle marqua une brève pause, puis reprit. Nigel Langford avait les moyens. Il vivait dans cette maison. Il connaissait les habitudes de Béatrice, ses peurs, ses faiblesses. Il avait accès à sa chambre, à ses médicaments, et à la théière qui faisait partie de ses rituels. Mais surtout, ajouta Miss Marple, il avait le mobile, l'héritage, le testament, la crainte de perdre sa position et sa fortune, tout cela convergeait dans son esprit. Il savait que Béatrice avait modifié son testament, qu'elle envisageait de léguer quelque chose d'important à Clara. Ce changement menaçait directement ses intérêts. Nigel se raidit, évitant toujours le regard direct de Miss Marple. Et enfin, poursuivit-elle, il avait l'occasion. La superstition profonde de Béatrice offrait la couverture idéale. Il a utilisé sa peur de la malédiction pour la manipuler, afin qu'elle fasse exactement ce qu'il attendait d'elle, qu'elle prenne son médicament, en croyant être sous la menace de forces qui la dépassaient. Ses yeux passèrent lentement sur la pièce, notant l'inconfort de Nigel, le recul de son corps, la tension de sa mâchoire. Elle savait qu'il était désormais piégé. Il ne pouvait plus fuir la vérité. La théière, conclut Miss Marple, n'a jamais été l'instrument de la mort. Elle n'était qu'une diversion. L'arme véritable, c'était le poison, introduit dans sa routine du soir, masqué par une simple tasse de thé. Miss Marple tourna alors son regard vers Clara, assise les mains étroitement serrées sur ses genoux. « Et vous, Clara, ma chère, dit-elle avec douceur, je sais combien vous avez souffert
sous le poids de la peur des autres. Le visage de Clara était livide, ses yeux chargés d'une culpabilité silencieuse. « Je ne voulais pas le faire, Miss Marple, » murmura-t-elle. « J'avais si peur de Nigel. Il disait que je n'avais pas le choix, que personne ne me croirait si je racontais ce qu'il prévoyait. » Miss Marple hocha la tête avec bienveillance. « Vous avez été contrainte, Clara. J'ai vu l'échymose sur votre poignet, une marque de la force, non de votre volonté. » Clara tressaillit légèrement à ce rappel. Il m'a forcé. Il disait que ce n'était qu'une farce, que je devais juste placer la théière dans la chambre de tante Béatrice pour lui faire peur, rien de plus. Les yeux de Miss Marple s'adoucirent, alors qu'elle s'adressait aux peurs non exprimées de Clara. Il s'est servi de votre amour pour Béatrice, de votre loyauté envers lui, pour vous rendre complice, et il a manipulé votre peur de sa colère pour vous faire obéir. Mais vous, Clara, vous n'étiez pas l'auteur du crime, vous en étiez la victime. Un silence pesa un instant dans la pièce, tandis qu'un début de soulagement se dessinait sur le visage de Clara. Elle n'avait jamais voulu blesser qui que ce soit. Elle avait seulement obéi, croyant ne pas avoir d'autre issue. Miss Marple lui adressa un petit sourire rassurant. La peur est une chose puissante, mais elle n'est pas toujours synonyme de vérité. Ce fut un détail minuscule, apparemment insignifiant, qui piégea définitivement Nigel dans sa propre toile de mensonge. Miss Marple avait gardé la cuillère dans sa poche durant toute la confrontation, mais maintenant, elle la posa doucement sur la table devant eux. Elle scintillait faiblement sous la lumière. Une cuillère d'invité ébréchée sur le manche. Un couvert prélevé du plateau de thé le soir de la mort de Béatrice. « C'est cette cuillère, » expliqua Miss Marple, celle précisément utilisée pour remuer le thé de Béatrice. Et elle portait une imperfection, discrète mais essentielle, absente lorsque j'avais observé le service auparavant. Elle fit une pause, notant la tension croissante dans la pièce. Ce n'était pas un simple accident qui a causé cette fissure sur le manche, reprit-elle. C'était une erreur, mais une erreur délibérée. Quelqu'un s'est servi de cette cuillère pour administrer la dose mortelle, mais il a négligé de la nettoyer correctement. Le visage de Nigel devint livide à mesure que la vérité se dévoilait. Il avait utilisé la cuillère, convaincu que personne ne remarquerait ce petit défaut, persuadé qu'elle se fondrait dans les autres couverts, inaperçu même de Béatrice. Mais il avait sous-estimé Miss Marple. Le moindre détail, la plus petite erreur, suffisait à faire basculer la vérité au grand jour. Miss Marple se rassit lentement, les mains posées sur ses genoux, tandis que le poids du mystère retombait enfin dans une parfaite clarté. « La malédiction, » dit-elle doucement, sa voix calme et posée, « n'a jamais été réelle. C'était une illusion parfaite, une légende nourrie par la superstition et la peur, utilisée par le meurtrier pour détourner les soupçons. » Elle balaya la pièce du regard, croisant tour à tour les yeux de chacun. Nigel a utilisé la superstition entourant la théière pour obscurcir le jugement de tous. Il a fait croire à sa tante que la malédiction s'était abattue sur elle. Et ce faisant, il a dissimulé son vrai mobile. Clara regarda Miss Marple, son visage tiraillé entre confusion et soulagement. Mais la théière, pourquoi l'avoir laissée dans sa chambre si elle ne faisait pas vraiment partie du plan? C'était une diversion, répondit Miss Marple. Une fausse piste. L'arme réelle était bien plus simple et bien plus meurtrière. La digitaline, un poison que personne n'aurait pensé à chercher, dissimulé au grand jour dans sa routine. Miss Marple marqua une pause, laissant le silence envelopper chacun. « La véritable malédiction, dit-elle enfin,
presque en un murmure. C'est souvent la cupidité. Et c'est elle qui a poussé Nigel à tuer. Il craignait de perdre son héritage, sa position. Et quand le testament a été modifié en faveur de Clara, il a compris qu'il devait agir vite. Alors, il s'est servi de la seule chose capable de garantir son succès, la croyance en la malédiction. Le visage de Nigel était maintenant blême. Toute trace de défi s'effondrait sous le poids de la logique froide et implacable de Miss Marple. La malédiction n'était pas dans la théière, conclut Miss Marple. Elle était dans son cœur. Le moment était venu. Nigel Langford fut arrêté, ses poignets serrés par le métal froid de la justice. Le constable, entré discrètement quelques instants plus tôt, l'escorta hors du salon, son pas lent mais déterminé. Nigel, malgré son apparente contenance, laissa échapper un ricanement amer. « Une cuillère ébréchée », marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour les autres, avec un mélange de dédain et de désillusion. « C'est donc comme ça que ça se termine, une cuillère à thé ?» Il lança un dernier regard à Miss Marple, les yeux plissés, comme s'il la défiait de reconnaître l'absurdité de la situation. « Vous pensez vraiment qu'une simple cuillère a suffi à prouver ma culpabilité? C'est ça, votre preuve ?» Miss Marple, impassible, lui répondit d'un ton serein. « Ce n'était pas la cuillère, monsieur Langford. Ce sont vos propres actes qui ont signé votre perte. La cuillère n'en était que le dernier, irrécusable détail. » Alors que les policiers l'emmenaient vers la porte, Miss Marple se permit un infime soupir. Un mélange de soulagement et de triomphe silencieux. La partie était terminée, et la vérité, enfin, avait été révélée. Alors que la porte se refermait derrière les policiers, la contenance de Clara Langford se brisa d'un coup. Elle, qui était restée stoïque tout au long de l'épreuve, se mit soudain à trembler, secouée par un soulagement trop longtemps retenu. Ses mains, jusque-là fermement entrelacées, vinrent recouvrir son visage, alors que ses sanglots éclataient, d'abord discrets, puis irrépressibles. Miss Marple se précipita à ses côtés, lui offrant une présence calme et rassurante. Elle l'aida doucement à s'asseoir sur le canapé, où Clara s'effondra, enfouissant son visage entre ses mains. « Vous n'avez plus rien à craindre, ma chère », dit Miss Marple d'une voix douce, pleine de compassion. « C'est terminé. La vérité est sortie de l'ombre. Clara parle à travers ses larmes, à peine audibles. Je ne voulais blesser personne. Je ne savais juste pas comment l'arrêter. »« Je comprends », la rassura Miss Marple. « Vous aviez peur, mais aujourd'hui, personne ne vous blâmera. Vous étiez victime de sa manipulation. » Les larmes de Clara finirent par s'apaiser, et elle leva les yeux, remplis de gratitude mêlée d'incrédulité. « Merci, Miss Marple. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé sans vous. » Miss Marple lui sourit avec bonté. « C'est vous qui avez fait la partie la plus difficile. Le reste n'était qu'une affaire de logique. » Clara hocha la tête, et pour la première fois, elle poussa un vrai soupir, comme si un poids immense s'était enfin levé de son cœur. Une semaine s'écoula avant que l'implication de Miss Marple dans l'affaire ne trouve sa conclusion définitive. La fameuse théière, autrefois objet de crainte et de superstition, fut soigneusement emballée et remise entre les mains du conservateur du musée local. Les légendes qui l'entouraient, si redoutées par la famille Langford, allaient désormais se figer dans les pages des livres d'histoire, simple curiosité pour les visiteurs à venir. Le conservateur, M. Avery, examina l'objet avec un détachement professionnel que Miss Marple trouva presque amusant. « Un objet des plus fascinants », dit-il en le tournant entre ses mains. « Un vrai témoin d'une époque révolue.
Miss Marple sourit, ses yeux emplis de douceur. Il a perdu tout pouvoir à présent. Il n'y a plus de fantôme pour le hanter. Il ne reste que l'histoire. La théière fut placée sur une étagère, entourée d'autres objets d'intérêt historique. Mais pour Miss Marple, son importance avait déjà changé de nature, d'artefact menaçant à simple symbole de la cupidité et de la manipulation humaine. La malédiction était brisée, et la légende vivait désormais uniquement dans la mémoire de ceux qui s'en souvenaient. De retour à St. Mary Mead, Miss Marple était installée à sa place habituelle, près de la fenêtre, une théière toute fraîche sur la table. La femme du vicaire, Madame Hartley, était venue pour leur rencontre hebdomadaire, et elle savourait le calme de la pièce, baignée dans la chaleur du feu et les effluves du thé. « Vous avez vécu une sacrée aventure, Miss Marple », commenta Mrs. Hartley, avec une pointe d'émotion. « Mais dites-moi, à votre avis, qu'y avait-il vraiment derrière tout cela? La théière, la malédiction. Était-ce de la superstition, au fond ?» Miss Marple sourit doucement, son regard pensif. « La superstition peut être une force redoutable, ma chère. Mais elle n'est que rarement la racine du mal. La cupidité, la peur et l'orgueil, voilà les véritables coupables. » Elle but une gorgée de thé, puis ajouta avec simplicité. « Ce n'est jamais l'objet, vous savez. C'est toujours la personne derrière. » Madame Hartley hocha la tête, comme si elle comprenait quelque chose de plus profond que les mots ne pouvaient l'exprimer. « Oui, Miss Marple, vous avez bien raison. » Elles restèrent un moment en silence, bercées par le tic-tac doux de l'horloge. La voix de Miss Marple, posée et calme, s'éleva à nouveau, pleine de sagesse. « Vous voyez, ma chère, la véritable malédiction ne résidait ni dans la théière, ni dans les légendes. Elle était dans le cœur de l'homme qui s'en est servi. Et cela, c'est toujours la plus dangereuse des malédictions, alors que la poussière retombe et que le mystère est enfin dissipé. Nous sommes rappelés à une vérité. Parfois, les forces les plus menaçantes de la vie ne sont pas les malédictions ni les superstitions, mais l'obscurité tapie dans le cœur humain. Dans ce cas, une simple cuillère à thé, une peur ancienne et un stratagème minutieusement construit furent les instruments de la trahison, alimentés par la cupidité et la peur de perdre le pouvoir. Et pourtant, au milieu de tout cela, c'est l'esprit calme et méthodique de Miss Marple qui a su faire émerger la vérité. La vraie malédiction ne se trouvait pas dans la porcelaine de la théière, mais dans les choix de ceux qui ont voulu manipuler et contrôler. Et tandis que nous observons la théière trouver sa place définitive au musée, sa légende brisée, son pouvoir dissipé, il ne nous reste qu'une leçon. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les objets, mais dans les mains de ceux qui s'en servent. Mais voici la vraie question. Et vous, si vous aviez été à la place de Clara, auriez-vous agi différemment, ou la peur vous aurait-elle conduit sur le même chemin? Auriez-vous eu le courage de vous opposer à Nigel, ou seriez-vous resté, prisonnier, du silence par crainte de représailles? Nous serions ravis de connaître votre avis. Avez-vous deviné le dénouement? Ou l'enquête méticuleuse de Miss Marple vous a-t-elle surpris? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Que feriez-vous si vous étiez Clara, prise entre la peur et la loyauté? Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez découvrir d'autres mystères palpitants comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec vos proches amateurs d'énigmes et d'esprits affûtés comme celui de Miss Marple. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle enquête.